Et bien, c'est après que ça se corse. Une couverture très espagnole. Tout à fait. Les couleurs sont très hispaniques. Il y a les couleurs, c'est vrai, du drapeau. Enfin, voilà. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? On va peut-être le savoir tout à l'heure. On va poser la question. Et justement, Roberto, je vais te laisser entre tes mains. Je vais laisser Marc Fernandez. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. L'invitation, elle a été lancée. Après, c'est la maison d'édition qui a fait un peu une grosse partie du boulot, comme on lui demande. Mais voilà. Tu viens nous présenter le premier roman, mais solo, du coup, parce que tu en avais écrit un autre précédemment à quatre mains. Ouais. Mala Vida, c'est le tout premier, roman que tu publies tout seul. Est-ce que tu veux faire le pitch du roman ou est-ce que tu veux que je le fasse? Non, vas-y, fais-le. C'est beaucoup plus drôle si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Alors, on part sur l'Espagne contemporaine avec l'Espagne qui change, en fait, l'Espagne socialiste qui finit. C'est la droite au pouvoir qui prend le pouvoir en Espagne. Ça, c'est le contexte du roman. On va se retrouver en fait avec une série de meurtres énigmatiques qui ne sont pas forcément liés à première vue. Et en fait, il y a un animateur radio, un peu comme ici, qui s'appelle Diego Martin, qui officie une rubrique sur une grande radio nationale, qui a un peu le fanfaron subversif par rapport au contexte politique. Donc il se permet de dire des choses que tout le monde pense mais que personne ne peut dire. Et du coup, ça va emmener une trame puisque lui va enquêter sur cette série de meurtres et ça va rassembler en fait toute une série de personnages, dont un juge, une détective un peu particulière également, et donc on va remonter sur une trame où en fait le fond de l'histoire c'est ces enfants de la République en fait qui ont été volés aux parents républicains sous le franquisme. Ouais, les bébés volés. Ouais, les bébés volés, exactement comme on dit, comme il y en a eu dans d'autres pays comme en Argentine, dont les plus connus, etc. Et donc sur ce fond et sur cette toile d'araignée tissée entre les différents meurtres et les différents protagonistes va s'étaler en fait le roman de Mala Vida. Est-ce que le pitch est bon? C'est bien, exactement, c'est ça. Voilà. C'est un premier roman, c'est une base de policier avec un contexte fort. Ouais. Parle-nous un peu du contexte parce que je pense que c'est vraiment celui qui fonde un peu tout le centre du livre. En fait, c'est comme tu l'as dit, en toile de fond, c'est l'histoire des bébés volés du franquisme. Moi, je suis journaliste à la base. J'ai écrit plusieurs bouquins d'enquête. J'ai réalisé des documentaires sur des gros sujets comme les femmes assassinées à Ciudad Juárez au Mexique. Enfin, et j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire en tant que journaliste et à me documenter. Et en fait, je me rendais compte que j'y arrivais pas. Je sortais de l'enquête à Ciudad Juárez, c'est une enquête un petit peu lourde quand même, où il y a eu 500 femmes assassinées, enfin bon, c'était un peu un contexte compliqué aussi, et je m'étais bêtement dit, c'est peut-être à cause de ça, je suis en train de refaire une enquête avec encore c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais je vais encore voir des familles, ça va encore pleurer, enfin... Parce que c'est aussi ça le boulot du journaliste quand on va rencontrer ces gens-là. Et du coup, j'ai dit bon, je laisse tomber. Puis finalement, j'en ai marre. Je vais faire une fiction. Ça sera plus simple. Et en fait, j'ai jeté toute ma documentation. Ça a été un peu l'acte fondateur du début d'écriture du roman. C'est j'ai jeté ma doc en me disant je me connais. Je veux pas. Je vais commencer à écrire un roman et je veux pas me jeter sur ma doc quand je vais avoir un doute sur un truc. Donc je la jette. Voilà, je la jette. J'ai gardé un truc seulement. Peut-être on en parlera, peut-être pas. Voilà, j'ai juste gardé un document pour un peu pour la blague entre guillemets, mais j'ai jeté tout le reste et j'ai commencé à écrire un roman en me disant ça touchera peut-être plus les gens si c'est sous forme de fiction,
même si évidemment, voilà, il y a des choses vraies. Après, honnêtement, me demandez pas ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que voilà, moi-même, j'en sais plus rien. Non, mais voilà, quand on se met à écrire un roman, après, voilà, il y a du vrai, du faux. C'est inspiré de faits réels, on va dire. Ouais, alors moi j'avais trouvé un de tes articles qui s'appelle je reprends mes notes parce que forcément je suis meilleur avec, les trous de la mémoire espagnole. D'accord. Publié chez Slate.fr. D'accord. Pour leur faire un peu de pub. Et je m'étais demandé si l'idée partait pas un peu de là aussi. Le fait de l'Espagne, enfin l'Espagne a vécu, enfin on en a parlé beaucoup ces dernières années. En fait, il y a toute une série de romans qui parlent de ces bébés volés. Il y a celui de Clara Sanchez, celui de Ignacio El Valle, Inma Chacón aussi qui en a fait un. Du coup, je me suis dit, est-ce que peut-être tu voulais pas un peu montrer un peu l'histoire. Enfin, du coup, tout le monde en a fait un peu son histoire et a voulu en parler. Parce qu'au final, on connaît vraiment cette histoire-là en Argentine, qui a été très très développée, et moins en Espagne. Et il y a notamment, un président de l'association pour la mémoire qui avait dit l'Espagne n'a pas fait sa catharsis de cette histoire. Ah, clairement, elle l'a pas fait. Et du coup, je m'étais demandé si toi, par rapport à ton expérience de journaliste, tu voulais aussi mettre une petite pierre là-dessus. Complètement. Enfin, l'idée c'était aussi de les réactions des lecteurs que j'ai pu avoir en librairie et tout me confortent là-dedans. C'est expliquer aux gens en France ce qui s'est passé de l'autre côté des Pyrénées, quoi. On parle de l'Argentine, on parle du Chili. En Espagne, les chiffres, ils sont... Je veux pas te tenir une comptabilité macabre, mais on parle de 3 000 et de 30 000 entre le Chili et l'Argentine. En Espagne, on est à 300 000, quoi. Et c'est juste de l'autre côté des Pyrénées. Et les gens ne connaissaient pas cette histoire. Et moi, c'est ça aussi que j'avais envie de montrer. C'est, oui, il y a les grands-mères de la place de Mai à Buenos Aires. D'accord, tout ça, c'est l'histoire aussi. Mais à côté de chez vous, là, il y a eu pareil. Quand vous partiez en vacances, que vos parents partaient en vacances en Espagne à la playa, Et puis moi-même, je suis né sous Franco. Ça c'est fou de le dire aujourd'hui, parce que bon, je suis pas très vieux non plus. Mais je suis né sous Franco. Et donc j'avais vraiment envie de pointer du doigt cette histoire. Et je trouve que le roman. C'est l'ancien, non, je suis encore journaliste, mais faut pas croire tout ce qu'il y a dans les journaux, et je pense qu'il faut croire tout ce qu'il y a dans les romans. Pour moi, la vérité, elle est dans les romans, en fait. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans le roman, en fait, on voit cette part de réelle fiction, et on voit surtout que tu t'inspires beaucoup des choses que tu vois. À un moment donné, en fait, on voit beaucoup ta double culture franco-espagnole. Ouais. Je crois que c'est grands-parents maternels où tu passais des étés en Espagne. Ouais. Et du coup, en lisant le roman, en étant comme toi biculturel, en fait, il y a des on est des binationaux, on est des gens presque dangereux bientôt. presque. D'après le Premier ministre lui-même, binational, voire trinational. Voire trinational. C'est vrai. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup comment dire, à un moment donné, par exemple, pour donner un simple exemple, tu parles de l'inauguration du Stade de France, où l'Espagne vient jouer. Ouais. Et c'est un truc que moi aussi j'ai vécu, où je me suis congelé les miches aussi. Il faisait bien froid ce jour-là. Et il y avait que Manolo El Bombo qui, lui, tapait dans son... Il avait chaud, lui. Lui, il avait chaud. Donc c'est vrai qu'on retrouve toute cette envie, des événements de ta vie qui sont marqués, même sans te connaître, en fait, on arrive à retrouver là où tu as pioché. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai plutôt mis dans les personnages féminins plutôt que dans les personnages masculins. Mais ça, c'est le truc rigolo de quand on est en train d'écrire un roman, c'est brouiller les pistes, quoi. Et du coup, en fait, il y a un personnage qui est une avocate qui a un rôle important dans le bouquin, qui est elle-même binationale. Et en fait, il y a beaucoup plus de moi dans cette femme que tous les gens m'ont dit ah ouais mais ton héros il est journaliste, en fait c'est toi le héros là, c'est toi, quoi, Diego, c'est toi. Et c'est là où c'est drôle de dire bah non, en fait moi je suis plus dans l'avocate, moi, mais bon. Après on m'a dit que mon personnage de détective était on peut dire tu peux c'est un détective transsexuel.
Et certains m'ont dit que c'était mon personnage le plus abouti, donc mais j'ai décidé que je ne changerais pas de sexe non plus. Là, ça m'a fait un peu peur. Dis merde, c'est. Moi, je te retrouverais plus, je dirais plus que Diego Martin, qui est celui qui mène l'enquête, on va dire, qui est l'animateur radio. Moi, je pensais plus que c'était ton penchant, ton envie en fait, de faire de la radio. J'ai vu dans une interview que tu avais grandement envie de faire de la radio. Ouais, non, mais c'est une grande frustration. C'est mon média préféré. J'ai toujours eu envie d'en faire. Et je me retrouve depuis 20 ans à écrire dans la presse écrite. J'ai fait quelques trucs en radio, mais c'est très sporadique, quoi. Et clairement, l'émission radio de mon héros, c'est ton rêve. Je rêve de la faire, quoi. Et dans une précédente interview, il a même fait un clin d'œil. Il dit si un directeur des programmes à fond, passe par là, mais c'est clair. Ça s'appelle Onde confidentielle. Ça mélange polar et faits divers. Et voilà. Mais oui, j'ai toujours eu envie d'en faire. Par contre, tu ne pourras pas fumer dans les studios. Ouais, mon héros fume beaucoup. Ouais, voilà. Ouais. Il fume beaucoup, il s'amuse beaucoup. Donc on voit que en fait tes personnages s'inspirent de personnes que tu connais, de traits de caractère. Il y a un autre personnage qui est important. Outre le détective transsexuel, on va revenir après dessus, mais c'est le juge. Ouais. En fait, il y a le juez Ponce. Et alors, tout le monde croirait qu'il s'inspire del juez Garzón, Baltasar Garzón. Moi, je penche pour un autre juge. Tu vas me dire si j'ai raison ou pas. Ouais. C'est plus un juge espagnol. Ouais. C'est toujours un juge espagnol, c'est bon. D'accord. Et moi, je dirais que c'est plus. Alors, du coup, je ne connais pas son nom, mais je l'avais noté. Mais Garzón est espagnol aussi. Oui, Garzón est espagnol. Mais c'est Castreva, je crois. C'est ça, Casatreva? Presque. Castresana. C'est Carlos Castresana, ouais, c'est vrai. Ouais, tu t'es bien documenté quand même, t'as bien travaillé. J'essaye. Ouais, tout le monde m'a dit aussi, oui, c'est Garzón, ton juge. J'ai dit non, Garzón. Enfin, j'ai rien contre lui, hein, mais c'est un autre juge que j'ai croisé, pareil, lors d'une enquête. Parce que comme j'aime bien les sujets à l'eau de rose, j'ai aussi fait un bouquin sur Pinochet. C'est à l'eau de rose. Voilà. Et au cours de mon enquête, j'ai rencontré ce juge qui, en fait, est le premier juge à avoir mis en examen Pinochet. C'est pas Garzón qui a. Garzón, il a eu le dossier par un jeu de permanence au tribunal, en fait. Celui qui a tenu le dossier, qu'il a ouvert, c'est Carlos Castresana, que j'ai retrouvé, pour la petite histoire, quelques années après, à Ciudad Juárez, parce qu'il était à la tête d'une mission de l'ONU qui allait enquêter sur l'impunité qu'il y avait là-bas, sur les meurtres de femmes. Et je trouve que c'est un mec qui est pas connu, et beaucoup moins que Garzón. Et c'était un peu un hommage à ce mec-là qui a des cojones, quoi. Oui. Alors, autre hommage, c'est le titre, Mala Vida, qui a inspiré... c'est ta femme qui donne le titre. C'est vrai, il est vraiment bien renseigné. Je suis bien renseigné, c'est ça. J'allais le dire, il n'est pas de moi, c'est ma femme qui a trouvé le titre. Ouais. Donc, qui a un hommage à Manu Chao. Oui, c'est le titre de Manu Chao, on va dire. Ouais. Alors, il se trouve qu'on se connaît bien avec Manu, donc il faudra lui dire de venir. Il n'y a pas eu de souci. Mais du coup, quel était le premier titre? Est-ce qu'on peut le savoir ou pas? Alors, par les temps qui courent. En fait, voilà, j'avais un titre de travail. Quand je l'ai dit à mon éditrice, elle m'a regardé, elle a failli se jeter d'un pont, quoi. Elle m'a dit non, mais avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas possible. Le titre de travail, c'était Facho FM. Ah oui. Et j'aimais bien parce que ça me faisait penser. Je m'étais dit, tiens, si jamais un jour il est traduit en espagnol, ça peut être Facha FM. Et je trouve que ça sonne bien. Et non, en fait, il paraît que non, commercialement tout ça, faut pas. Il faut pas. Donc, la vida, c'est mieux. Donc, il a fallu en trouver un. C'est ma femme qui a trouvé. Ce qui est bien, c'est que du coup, maintenant qu'il va être traduit en Espagne, ils n'ont pas besoin de traduire le titre. Donc c'est très bien. Et je crois qu'en Italie, ils veulent garder ce titre aussi comme ça, sans même le mettre en italien, quoi. Du coup, le livre est déjà vendu pour une traduction en Espagne. Ouais, ça c'est chouette. C'était vraiment mon but principal. Ouais. Comme ça, la famille pourra le lire. Après, j'aurais pu aussi l'écrire en espagnol, mais
Ouais, Mais il y a aussi l'Italie, les États-Unis. Ouais, les États-Unis aussi. Ouais, Et dans l'actualité du livre, il est quand même finaliste du prix L. Ouais, Grand Prix des lectrices de L. Donc, Catégorie polar, ouais. ça peut. Donc là, ouais, ça commence à chauffer là. Pour revenir à la musique, parce que du coup, un peu comme Carlos Fanon, qui est un romancier qu'on a présenté ici. Un excellent romancier. Il vient de sortir un roman là la semaine dernière, je crois. Ouais. Et en fait, je sais qu'il y a une playlist qui traîne sur Internet, qui est la playlist du livre. Ouais, sur les plateformes gratuites là où on met des playlists. Exactement. Et alors je peux dévoiler la playlist de toute façon. Avec un titre comme Malabida déjà. Alors il y a Malabida de Mano Negra, il y a Por qué te vas de Janet, il y a Tostaki de Noir Désir, c'est pour le côté biculturel, Chinga tu madre de Molotov, Losing My Religion de REM, Fiesta de The Pogues, Chisa Radio de Chaka Punk, Tu Calorro de Estopa, Clandestino de Manu Chao, Welcome to Paradise de Green Day et Bang Bang de Nancy Sinatra. Ouais. Est-ce que quand tu écris, la musique est très très importante, un peu comme pour Carlos Fanon? Parce que lui carrément il met la playlist en fin de roman. Ouais. Bah en fait oui. Bizarrement. Moi, je suis pas du genre à écrire il me faut du calme, machin. Non, moi je peux écrire n'importe où. Alors je pensais le côté journaliste et j'ai fait beaucoup de reportages. Donc à un moment donné, faut écrire. Donc on écrit, qu'il y ait du bruit, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'on soit par terre, allongé, enfin voilà. Et du coup la musique, je m'en mettais souvent quand j'écrivais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis plein de références musicales dans le bouquin, mais alors vraiment, c'était pas prévu au départ. Mais voilà, il y a plein de clins d'œil. Chinga tu madre, parce que à un moment donné, il fait une émission radio, Diego, voilà, et ça va bien avec, ça colle bien avec le sujet de l'émission. Il dit allez tous vous faire foutre parce que moi je vais la sortir l'enquête et vous allez voir. Jeannette, Por qué te vas, ça je peux pas trop dire parce que ça va trop dévoiler l'intrigue. Enfin voilà. Malabida, c'était un petit peu obligatoire. La playlist Noir Désir, pareil, c'est venu. À un moment, Diego doit prendre l'avion pour aller à Paris parce qu'il se passe quand même un petit truc à Paris. Et puis je sais pas, je me rappelle très bien. C'était très tard le soir quand j'ai écrit cette scène. Et je sais pas, il est dans l'avion, et il se met un casque sur les oreilles et il écoute Noir Désir parce qu'il se rappelle que l'autre il a tué sa nana quoi. Enfin voilà, et qu'il a couvert l'affaire. Et comme il revient à Paris, il se dit tiens j'ai écouté de la musique française et il se met Noir Désir quoi. Voilà. Et il se met Tostaki donc c'est pas. Bon. Du coup, parlons du personnage parce que comme on l'a abordé, il y a un personnage qui est un peu atypique. Ouais. Tu n'es pas le seul à l'avoir fait. Je pense que voilà, il y a une détective, une très jolie fille, mais qui est transsexuelle. Ouais. Voilà. Et donc il y a des gens qui ne retiennent que ça du roman, mais je les invite à lire le roman Les Italiens de Pandiani, où ils verront un personnage qui est aussi très très bien abouti et qui fait tout le roman. L'idée c'était de parler de ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Y a je sais plus quel chroniqueur littéraire bien pensant il dit oui c'est parce que Almodovar, l'Espagne. Ouais d'accord. Si tu veux, mais en fait c'est un petit hommage. Pareil, elle est inspirée d'une prostituée équatorienne. Exactement. Ça, je suis bien renseigné. Ouais, exactement. Non pas que j'aille me balader avec les prostituées équatoriennes tous les jours, mais voilà, pareil, c'est au cours d'un reportage à Madrid. Cette fois avec Manu Chao aussi parce qu'il a fait la bande originale d'un film où il a eu un Goya, j'ai oublié, Princesa. Et en fait il a tourné un clip avec ces prostituées qui sont dans une assoce, qui militent et tout, et voilà, et elle était là, on a beaucoup discuté, c'est une énervée, moi elle m'a juste fait kiffer parce qu'elle était super énervée, c'était contre Anna Botella, si on peut parler un peu de politique vite fait, qui était la maire de Madrid à l'époque, qui voulait tout interdire et tout, et puis elle y allait, elle lui rentrait dedans, et là, c'était un super personnage, et je lui avais dit toi un jour,
Je vais écrire un roman, tu seras dedans. Et voilà, c'est devenu Anna, elle s'appelle Nereida en réalité. Elle est brune dans la vraie vie, dans le roman elle est blonde. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil, un petit hommage. Et puis je trouve ça marrant aussi. Enfin, voilà, j'ai pas voulu trop marquer ce côté trans. Non, mais le personnage. C'est juste précisé et puis voilà quoi. Mais et elle est d'origine argentine et pas équatorienne dans le bouquin, ce qui va avoir une importance pour la suite. Parce que du coup, la question est, ça marche très très bien. C'est un premier roman, donc voilà. Quand ça marche très bien, généralement il y a une suite derrière. Ouais, l'éditeur met un coup de pression aussi. On sent que la maison d'édition met un coup de pression aussi. Non, mais gentiment. Du coup, si je suis bien renseigné, jusque-là ça a été. Normalement, la suite se passerait outre de l'autre lado del charco. Ouais. Ça va démarrer ça se passe à Madrid, en Espagne et en Amérique latine, en Argentine et au Chili. Voilà. Je peux pas trop en dire plus. Normal. Si je peux vous donner le titre, si vous voulez. Ah, je veux bien. Ça s'appellera Un pas en arrière. D'accord. Voilà. Et, on a une prémisse. Si tout va bien, il y aura une préface inédite de Victor Delarbol. Ah. Voilà. Excellent. C'est un peu un pari entre nous deux, cette deuxième histoire en fait. C'est quelque chose pareil qui est tiré d'un fait réel que j'ai pu voir quand je travaillais sur l'histoire de Pinochet en fait. Et je vous en dis beaucoup là quand même. Ouais. C'est tiré de ça et un jour, alors pour la petite histoire, je connais bien Victor aussi. On était à Gijón à la Semana Negra, donc qui est quand même. Je vous invite à y aller un jour si vous voulez voir des fous furieux. C'est una semana qui dure 10 jours déjà. Ouais. C'est le plus grand festival de polar d'Europe. Oui, puis les auteurs de polar ils aiment bien boire. Faut dire comme il est. Absolument. Moi, quand tu connais Carlos Salem, déjà. Voilà. Donc oui, par exemple. Non, mais il y a 200 auteurs invités. Il y a une fête foraine, des concerts. Enfin, c'est un truc de malade. Ça démarre. C'est en juillet. C'est de 17h à 2h du matin. C'est un vrai marathon. Enfin, c'est vrai qu'on le fait. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Les 10 jours, c'est dur. C'est dur. Et en fait, donc un soir où on buvait un coup. La nuit, quoi, avec Victor, il me racontait ces histoires parce que lui était flic, donc il me racontait ces histoires de flic et je lui raconte mes histoires de journaliste, quoi, et je lui raconte cette fameuse histoire qui va donner un peu en arrière, et il me regarde, il fait putain, faut que t'en fasses un roman, mais t'as 2 ans pour le faire. Je dis non, vas-y, fais-le cadeau, je te la donne, je t'adore, t'écris super bien. Non, il dit voilà, t'as 2 ans pour le faire et je te fais la préface. Donc on est dedans, quoi. Voilà. Parfait. Eh ben. Allez acheter Malavida, c'est aux éditions Prélude. C'est vraiment très très bien. Il faut vraiment le lire et puis du coup on attendra la suite, le deuxième roman. Ce sera pour janvier de l'année prochaine, si tout va bien. On prend rendez-vous alors. 2017. En janvier 2017, tu reviendras et puis. Pas de souci. J'essaierai d'être aussi bien documenté. Ouais, là c'était quand même pas mal. Non mais il faut pas croire. C'était bien. Non, c'était bien. Il y a 2-3 personnes qui vont avoir mal demain, mais. En fait, il couche avec pas mal de monde, Robert. Ah, c'est ça, d'accord. C'est comme ça. C'est ça. Donc, non, nickel. Donc on précise que le titre, bien sûr, c'est Malavida, c'est en espagnol, mais le roman est écrit en français. Tout le monde peut l'acheter en France et le lire. Mais il sera bientôt en Espagne. Il sera en Espagne, alors je sais pas si c'est en 2017 ou début 2018, et ça sera chez Ediciones Salamandra, qui est une très belle maison et avec une super éditrice qui s'appelle Annick Lapointe, voilà, qui est aussi québécoise, que moi je suis norvégien. Qui est québécoise, mais ça fait 25 ans qu'elle est là-bas et qui est la super éditrice de polar en Espagne, donc je suis ravi. Parfait. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci d'avoir répondu sincèrement aux questions. Nous avoir révélé. Et nous avoir révélé que. Voilà, je vous en ai dit beaucoup sur la deuxième. Quand même. Oui, beaucoup. Mais c'est pas pour nous, c'est pour les auditeurs. Ouais. Donc tout va bien. C'est bien. Faut donner envie aux gens. Exactement. Merci à toi, donc. Merci. Marc. Et dans 1 an pour le suivant. Pas de problème, janvier 2017, je suis là. D'accord, pas de souci. Ça roule. Merci à toi. On va continuer un petit peu en musique avec.